Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre très important dans le programme des arts appliqués en première année. C'est le chapitre de la perspective. Et on va commencer d'abord par parler de l'histoire de la perspective. Alors, pour comprendre un phénomène, il faut toujours revenir à son origine. Et là, on est devant une fresque préhistorique dans la grotte de Lascaux en France. Et là, on remarque que les premiers hommes préhistoriques n'ont pas travaillé la profondeur. Ça veut dire que ces dessins-là ne racontent pas une histoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un premier plan, un deuxième plan, mais c'est des plans qui ont été faits par vagues dans l'histoire, ce qui fait que ces vaches-là, les plus grandes, sont plus anciennes que ceux qui sont venus par la suite. Donc il n'y a pas un souci de profondeur, mais simplement une concentration sur un élément du dessin. Alors ensuite, on passe vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que là, l'homme est entré dans l'histoire avec l'invention de l'écriture. Et on remarque que dans la représentation, c'est vrai qu'il y a une narration, une histoire qui est en train d'être racontée. Mais au niveau de la représentation, ça reste très concentré sur les éléments qu'on est en train de représenter. D'abord, vous remarquez dans la hiérarchie, dans l'échelle, qui est très importante dans la représentation, le roi est représenté beaucoup plus grand que les autres convives, etc. Mais on est concentré sur le personnage. Vous avez remarqué aussi que la représentation est aplatie, il n'y a pas de profondeur. Les têtes sont de profil, les yeux sont de face, le torse est de face, les pieds sont de profil, etc. Mais derrière, il y a un fond bleu fait avec du lapis lazuli. Donc, il n'y a pas un souci de profondeur dans le champ de la représentation. Et nous allons aller un peu plus loin, ça veut dire chez l'Égyptien, et nous remarquons le même type de représentation, ça veut dire une représentation hiérarchisée, ça veut dire les personnages les plus importants sont représentés plus grands que les autres. Ensuite, les têtes sont toujours de profil, les yeux de face, enfin le même type de représentation qu'on trouve en Mésopotamie. Et aussi, là aussi, derrière, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de représentation de profondeur de l'espace. Et on va aller un peu plus loin. Ça, c'est une peinture grecque. Et là aussi, vous remarquez que on est concentré sur les personnages, la représentation est toujours la même, hein, toujours la tête de profil, les yeux de face, etc. Mais l'échelle est un peu plus respectée par rapport aux Grecs et aux Mésopotamiens. Et là, on passe chez les Romains. Alors, dans l'Empire romain, on remarque que les choses ont commencé à changer au niveau de la représentation des personnages. Là, vous avez des têtes de 3/4, des têtes de face, les pieds sont devenus de face, il n'y a plus de représentation aplatie, mais toujours il y a le problème de la profondeur. Comment nous allons représenter l'espace qui se trouve derrière? Et ensuite, là nous allons dans l'art gothique, et là vous remarquez que les artistes ont commencé à faire un semblant de paysage, un semblant de profondeur, mais ça reste quand même très rudimentaire, les lignes partent un peu partout, etc. Le décor, on dirait un décor de théâtre en carton-pâte, ce n'est pas une montagne, c'est comme un décor de théâtre. Et donc, au niveau perspective, il y a des incohérences. Et quand on arrive à la Renaissance, les premiers artistes renaissants, ici nous avons un Giotto. Dans les fresques de Giotto, là aussi, on sent que l'artiste a fait un effort considérable pour comprendre comment représenter le bâtiment derrière, mais il reste toujours un problème de représentation. Regardez le personnage là, sa tête est plus petite que l'entrée, que la porte, etc. Donc il y a un problème d'échelle qui se pose. Et il a fallu attendre un grand artiste qui est Brunelleschi et qui était, comme tous les artistes de la Renaissance, en même temps peintre, sculpteur, architecte, enfin comme l'a été Léonard de Vinci, comme l'a été Michel-Ange et plein d'autres artistes, qui a commencé à réfléchir sur la perspective, comment on voit, comment on représente.
Et là, il va inventer la perspective que nous appelons aujourd'hui la perspective d'observation et la perspective scientifique. Ça veut dire une perspective basée sur des lois mathématiques, sur des lois immuables. D'ailleurs, les artistes de la Renaissance étaient très influencés par les Grecs, parce que les Grecs pensaient que le secret existe dans le calcul, dans le fameux nombre d'or, etc. Et là, on va passer là, vous avez en haut une des premières peintures qui a été réalisée dans les règles de l'art, ça veut dire avec un point de fuite au milieu, tout est à l'échelle, les personnages sont à l'échelle, le carrelage est à l'échelle, les fenêtres sont à l'échelle, tout est à l'échelle et tout est fait selon des règles précises. D'autres artistes vont suivre le pas, notamment Piero della Francesca. Et voilà. Alors maintenant, essayons de récapituler ce qu'on a dit. Alors, un petit récapitulatif. Donc, il y a d'abord une perspective par changement de taille. Ça veut dire que les hommes ont remarqué depuis longtemps que les choses qui sont au premier plan sont plus grandes que les choses qui sont au dernier plan. Ce qui fait que les artistes commencent à représenter le premier plan plus grand que le deuxième plan. Là, notamment, c'est une Okiwe, c'est une peinture, une estampe japonaise. La deuxième remarque, c'est par chevauchement. Comme on l'a vu chez les Égyptiens et chez les Sumériens, etc. Ça veut dire que pour montrer qu'un objet est en avant, on le met sur l'autre. Ça veut dire en fait, ils sont sur le même plan, mais notre œil comprend que ce volume est au premier plan, ce volume est deuxième et celui-là au troisième. Or, s'ils sont placés l'un à côté de l'autre, on ne va pas faire cette remarque. Donc, la profondeur est créée par chevauchement. Ensuite, nous avons les perspectives métriques, dont la perspective cavalière, que je pense que vous avez étudiée en cours de volume. Ça veut dire que c'est une représentation où la face avant n'est pas déformée, ni le plan il reste en face. Et nous avons l'angle des fouillantes qui sont parallèles. Ça veut dire que c'est une perspective parallèle où il n'y a pas de point de fuite. Il n'y a pas de fuyante. Ensuite, il y a la perspective axonométrique qui est très utilisée dans le dessin technique, etc., où les angles restent entre 30 et 45 degrés. Et ensuite, la perspective frontale qu'on va voir dans la deuxième capsule. Ça veut dire qu'une perspective qui se base sur un point de fuite, et on va expliquer tout à l'heure, ça dépend de l'emplacement de l'observateur. Et ensuite, nous avons les deux points de fuite que l'on va voir dans la troisième capsule, mais ça ne veut pas dire que c'est les seules formes de perspective qui existent. Il y a l'isométrique, il y a la perspective aérienne, où on a un troisième point de fuite, soit en bas lorsqu'on est en haut, l'observateur est en regard en bas, soit il est en haut lorsque je suis devant par exemple un immeuble et je regarde un immeuble de bas. Et ensuite, et ça je pense que vous avez étudié en expression plastique, c'est la perspective chromatique. Ça veut dire que les couleurs chaudes avancent, je ne sais pas comment en vidéo, mais chez nous en peinture, les couleurs chaudes, ce sont les couleurs dans les jaunes, oranges, etc. qui avancent, et les couleurs froides reviennent en arrière. Et puis, la dernière, celle qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la perspective atmosphérique. Ça veut dire que les objets qui sont au premier plan sont plus foncés et plus nets que ceux qui sont au dernier plan. Plus on s'éloigne, plus les tonalités deviennent, la couleur devient tonalité. Ça veut dire qu'il est adouci au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Et ce n'est pas quelque chose qui est simplement dans le dessin, mais en réalité là, c'est un paysage réel et on remarque très bien l'effet de cette perspective atmosphérique où les derniers plans deviennent très très flous et très atténués. Voilà, et on le remarque dans plein d'exemples. J'ai pris plusieurs exemples d'images où l'on voit vraiment l'effet de cette perspective atmosphérique. Voilà, utilisée par les peintres. Là, c'est un paysage réel. Là, c'est une image que tout le monde connaît, qui a été
photographié comme ça sur un coup de tête d'un photographe qui se baladait dans la nature. Il a vu ce paysage et puis ce paysage est devenu international. Là, c'est quelques travaux d'élèves sur la perspective atmosphérique. Là, c'est Léonard de Vinci. Là, c'est la Vierge au rocher, un petit détail de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci, et où l'on voit cet effet de contraste entre le premier plan qui est très foncé et les autres plans qui deviennent de plus en plus clairs. Et puis, les Japonais ont compris ça aussi, et ils l'ont beaucoup utilisé dans une technique qu'on appelle le sumi-e. Alors, vous remarquez que juste avec de l'encre, hein, c'est de l'encre de Chine noire, en additionnant plus ou moins d'eau, ils arrivaient à créer des effets atmosphériques extraordinaires, sont superbes. Alors là aussi, nous avons plusieurs exemples, toujours de sumi-e. Voilà. 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 Regardez ces feuilles de bambou qui descendent comme ça en cascade devant le paysage, et on comprend très bien qu'ils sont au premier plan. Par contre, plus on s'éloigne, plus les couleurs deviennent très, très diluées dans l'eau. C'est ce qu'on appelle un lavis. C'est un lavis donc de Chine. Quand on ajoute de l'eau à l'encre, on parle de lavis. Et là, voici quelques exemples de travail de lavis. Ça veut dire que la couleur est plus ou moins atténuée en ajoutant plus ou moins d'eau. Voilà un autre travail, toujours sur le même thème de sumi-e, sur lequel on est obligé d'abord de mouiller le papier pour pouvoir attaquer. Et là, je vous laisse avec une vidéo qui explique en détail la manière de procéder lorsqu'on veut s'attaquer à un travail comme ça, un travail en perspective aérienne avec du lavis. Voilà, au début, on doit imbiber toute la feuille, la mouiller, bien la mouiller, parce que la technique avec laquelle nous allons travailler, c'est un lavis. C'est ce que les Japonais appellent le sumi-e. Ça veut dire que la feuille doit être d'abord mouillée. Alors, comme on l'a observé sur les bambous qui sont dans le jardin, il y a des tiges qui sont éloignées par rapport à d'autres. Il y en a qui sont au premier plan et les autres, ils sont un peu plus au deuxième plan. Donc on va commencer avec ceux qui sont très clairs, qui sont derrière. Donc on ajoute dans l'encre un peu plus d'eau et on commence par les tiges fines avec un pinceau très fin. Voilà, on va prendre un deuxième. Et comme les tiges ne poussent pas tous droit, donc c'est bien d'avoir des différences au niveau des directions des tiges. Alors ensuite, on travaille les petites branches. Et comme c'est au dernier plan, donc ça doit être très diffus puisque la feuille est mouillée. Il se diffuse facilement, comme vous pouvez le remarquer. Donc je commence par les fines branches qui se diffusent facilement. Voilà. Ensuite, on attaque les feuilles. Puisque ce sont des feuilles qui appartiennent à des tiges qui sont un peu éloignées, donc ils seront toujours dilués. On peut les avoir en un coup de pinceau. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça se fait très vite. Il faut jouer sur la traction parce que les feuilles elles descendent un peu en cascade. Il ne faut pas hésiter à changer la teinte du vert. Là, je vais ajouter un peu plus de jaune pour avoir des feuilles un peu plus vieilles.
Et petit à petit, ils vont se diffuser dans la feuille de papier parce que la feuille, comme on l'a dit tout à l'heure, est légèrement mouillée. Ça donne une petite atmosphère brumeuse aux feuilles qui sont au deuxième plan, voire au troisième plan. Voilà, donc toujours l'effet de cascade à donner aux feuilles. Donc il retombe un peu vers le bas. Il me reste celle-là qui est un peu plus proche. Voilà. Et au fur et à mesure que la feuille commence à sécher, on peut attaquer les branches, les tiges qui sont au premier plan. Alors là, je vais utiliser un verre un peu plus soutenu. Voilà. Alors donc la feuille a commencé un peu à sécher un peu. Donc je peux attaquer une belle tige au milieu qui va asseoir notre composition. Voilà. Ensuite, avec le petit pinceau et avec toujours la même carnation de verre, la même teinte de verre, je vais attaquer les tiges dans les endroits qui sont encore libres. Voilà. Remarquez que le papier n'absorbe plus de la même manière, donc les derniers traits que je mets sont un peu plus nets, ils ne se diffusent plus dans le papier. Alors, dans l'observation, il y a des petites tiges qui poussent ici dans les ramifications. Je n'oublie pas de parce que j'ai déjà observé, donc ça donne un peu plus de véracité. Donc voilà pour la tige du premier plan. Ensuite, j'attaque avec les feuilles, toujours dans la même teinte de vert. Et toujours dans le même, là c'est un plus gros pinceau, toujours dans le même sens, voilà. Ce qui fait que les tiges que je suis en train, vu la taille, donc j'utilise une perspective par éloignement et aussi par effet atmosphérique, ça veut dire que les premiers plans sont plus foncés que les deuxièmes. Voilà. Si maintenant je veux des tiges plus transparentes, j'ajoute un verre très clair. Je vais essuyer. Là, on est dans une teinte claire. Et avec la pointe du pinceau, je vais prendre une teinte foncée, ce qui me donnera un peu d'effet de transparence sur ma feuille. Voilà. Un peu de transparence. Toujours laver le pinceau, l'essuyer, prendre une teinte beaucoup plus foncée à la pointe du pinceau. Et voilà, ça donne des effets de transparence sur mes feuilles. Voilà, toujours l'effet de cascade. Alors, toutes les finitions que je fais maintenant sont des finitions qui se font sur du papier presque sec. Donc, je n'hésite pas à faire des traits très nets. Il ne faut pas revenir sur les traits du pinceau parce que ça surcharge le dessin et ça lui fait perdre son instantanéité. Voilà. Alors voilà, comme vous voyez, plusieurs variantes du même sujet sur lequel on a travaillé. Donc voilà, avec de l'encre de Cine noire et l'encre de Cine teintée.